Écoutez, merci d'être là, malgré le froid vif. Et donc, pour cette seconde journée de ce très intéressant colloque, qui a bien commencé hier et qui continuera aussi bien, peut-être encore mieux d'ailleurs aujourd'hui, par cette séance de ce matin, l'appellation qui a été donnée, c'est « fiché, c'est encore administré ». Alors, c'est une formule très équivoque. Hein. La formule, évidemment, souligne le lien étroit qui existe entre l'activité administrative et l'existence de fichiers, mais cette formule, utilisée par les organisateurs du colloque, peut être entendue dans un double sens. Ou bien, ficher une population, quelle qu'elle soit, serait une activité intrinsèquement administrative, et à ce moment-là, cette idée est valable pour l'ensemble des fichiers, notamment les fichiers privés. Ficher, c'est une activité administrative. Ou bien, seconde signification, administrer passe par la construction de fichiers qui permettra à l'action administrative de se déployer à bon escient, et à ce moment-là, c'est de l'administration publique qu'il est question. C'est dans ce second sens, me semble-t-il, que cette séance de ce matin sera conçue, avec une ouverture cet après-midi vers la première de ces questions que j'ai évoquées. Bien, alors l'ordre du jour et le programme que vous avez sous les yeux a été un petit peu perturbé parce que le troisième intervenant de la matinée, Arnaud C, sera absent et nous le regrettons très vivement parce que son intervention devait être tout à fait passionnante, le fichier outil de financement du service public. Donc nous commencerons par deux interventions. La mienne, c'est toujours un petit peu curieux que le président de séance intervienne, mais enfin c'est le cas. L'autre intervention sera de Grégory Spitt, maître de conférence dans séance de gestion. Alors nous aurons un petit peu plus de temps, ce qui ne veut pas dire que les intervenants seront plus longs. Nous allons essayer de respecter le timing fixé de 20 à 25 minutes et je vais essayer le premier d'être discipliné par rapport à ça, mais ce qui du même coup laissera plus de temps pour les questions. Je pense que vous avez été tous un peu frustrés hier parce que les interventions tout à fait passionnantes d'hier méritaient qu'on débatte. Et donc, peut-être d'ailleurs qu'on pourrait revenir à cette occasion sur des questions rentrées et que vous auriez voulu poser hier. Les intervenants d'hier sont dans leur grande majorité présents, donc on pourrait revenir aussi sur d'autres questions. Donc, ce que je vous propose, on va commencer par ces deux premières interventions. Si ces deux interventions suscitent des questions, on les prendra immédiatement. Ensuite, on fera une pause et on essaiera de respecter, je prends ma montre, le timing fixé, c'est-à-dire à la pause vers 10h30, une brève pause. Elle sera brève parce qu'il fait vraiment très froid dans l'atrium, donc à mon avis c'est dissuasif, donc une pause assez brève. Et ensuite on prendra les deux autres interventions de Jean-François Kerléo et de Julien Thomas, et ensuite on engagera une grande discussion jusqu'à ce qui nous mènera tranquillement jusqu'au déjeuner, c'est-à-dire vers 12h30. Voilà, là on aura une véritable discussion avec des questions importantes. Bien, donc j'enlève ma casquette de président de séance pour endosser l'autre casquette, celle de rapporteur, donc pour parler des fichiers administratifs comme instrument d'action publique. Alors, cette appellation pose immédiatement un problème. Parce que considérer les fichiers comme un instrument d'action publique évoque une problématique désormais classique dans l'analyse des politiques publiques. Lorsqu'on regarde la littérature sur les instruments de politique publique, on constate que ces instruments sont cependant conçus essentiellement comme, je cite, les dispositifs qui permettent de matérialiser et opérationnaliser l'action gouvernementale, dont l'ensemble de procédés qui permettent de mettre en œuvre l'action gouvernementale. Et lorsqu'on lit la littérature importante sur la question, on voit qu'on ne parle jamais des fichiers. Pourquoi ? Parce que les fichiers sont censés être dépourvus de cette dimension directement opérationnelle et ils ne sont donc pas cités au nombre de ces instruments d'action publique. Cette exclusion n'emporte pas la conviction et n'emporte pas ma conviction, puisque on peut considérer, je considère pour ma part, que la médiation de ces fichiers est absolument nécessaire, au contraire, pour que l'action publique puisse se déployer. Mais encore que ces fichiers, porteurs d'un ensemble de représentations, de significations, produisent par le fait même de leur existence toute une série d'effets sur l'administration, sur la société. Donc ils ont bien aussi une portée même directement opérationnelle.
Et donc, il faut élargir la théorie classique sur les instruments de politique publique, les instruments d'action publique, en prenant en compte les fichiers. Et là, il y a vraiment une lacune à combler, à mon sens. Alors, ces fichiers, on en a parlé, on a essayé de donner déjà hier des définitions, on les entendra au sens large comme englobant les divers systèmes ayant pour objet de rassembler, de classer de manière ordonnée et systématique un ensemble de données, données nominatives ou non. Ces fichiers, relevons-le tout de suite et rappelons-le, sont nés avec l'apparition de l'État moderne. Et fichiers qui apparaissent inhérents à son essence, l'État ne pouvant pas se passer de ces fichiers. Instrument qui a connu une sensible évolution, une évolution qui est indissociable à la fois des mutations de l'État et du perfectionnement des techniques. Quelques points de repère rapides. Je pensais que cette question serait traitée hier, elle ne l'a pas été sous cette forme-là. Alors, quelques points de repère rapides. Constatons d'abord que l'affirmation du pouvoir royal, à partir du XVe siècle, va passer par la construction de ce qu'on a pu appeler justement un véritable savoir d'État. Un savoir d'État via la construction de registres, de cadastres. Je n'ai pas le temps d'y intervenir, je ne veux pas être trop long. Mouvement qui sera poursuivi après la Révolution, au cours du XIXe siècle, comme le montre d'ailleurs l'essor des fichiers de police dont on a dit un mot là hier. La fin du XIXe siècle, deuxième étape, constituera une première rupture. Pourquoi ? Là aussi, on voit que les raisons sociales et techniques se combinent. Raisons sociopolitiques, je dirais. C'est l'engagement plus actif de l'État dans la vie sociale, extension du champ de ses interventions, sphère d'activité qu'il prend en charge, entraînant donc du même coup un besoin de connaissance beaucoup plus approfondie de la réalité sociale. Un souci de rationalisation de la gestion publique aussi. Et puis par ailleurs, sur le plan technique, c'est l'essor de la statistique et toute une série d'innovations techniques qui vont révolutionner les procédés de fichage. L'utilisation de la dactyloscopie pour les fichiers de police, la technologie des cartes perforées, qu'on n'a pas évoquée hier, qui permet de compiler, de trier une masse tout à fait considérable d'informations. Bref, une nouvelle génération de fichiers va se mettre en place à la fin du XIXe siècle. Et puis la troisième rupture, c'est celle que nous connaissons, c'est l'informatisation qui va constituer une nouvelle rupture. Je n'ai pas besoin d'y insister longuement, vous voyez en quoi elle consiste. Et donc, du même coup, l'informatisation va donner au fichage administratif une portée nouvelle. Les fichiers administratifs occupant une place, nous allons le voir, tout à fait considérable dans l'activité administrative. Et pourtant, même numérisés, ces fichiers continuent à remplir, à mon sens, les trois grandes fonctions pour lesquelles ils ont été institués. Et c'est autour des trois fonctions que j'ordonnerai mon propos. Ces fichiers sont tout d'abord ce que j'appellerais des instruments cognitifs, qui permettent d'accumuler, de stocker les informations qui sont nécessaires au développement de l'action publique et aussi d'ailleurs à la constitution d'une mémoire administrative, instrument de connaissance. Mais aussi, et j'irai un peu plus vite sur ce point parce que je mordrai un petit peu sur ce qui a été évoqué hier, ce sont aussi des instruments de contrôle et de surveillance permettant la collecte d'une série d'informations sur tout ou partie de la population. Et puis enfin, ce sont des instruments de gestion destinés à rationaliser la fourniture des prestations de services publics. Ce sont les trois grandes fonctions, la numérisation ne changeant pas fondamentalement ces trois grandes fonctions. Première fonction, donc, d'abord, connaître. Connaître. Les fichiers administratifs, en effet, visent à, en tout premier lieu, à rassembler de manière ordonnée et systématique un ensemble de données susceptibles d'éclairer l'action publique. Le souci de recensement de la population et des richesses du royaume a été présent dès l'Ancien Régime, et c'est à l'origine de la constitution des premiers fichiers dont je parlais tout à l'heure, les registres et les cadastres. L'essor de la statistique au cours du XIXe siècle a contribué à enrichir considérablement cette information disponible. Les données statistiques vont du même coup venir alimenter les fichiers administratifs. Et cette alimentation va permettre une exploitation d'ailleurs systématique de ces données statistiques.
Les fichiers statistiques vont apparaître donc comme le support de ce que Alain Supiot a pu appeler justement, c'est le titre de son dernier livre, cette gouvernance par les nombres passant par un usage intensif de la quantification. Les fichiers statistiques, c'est un point tout à fait important dans ces opérations de connaissance. Plus généralement, et je ne passe sur les différentes étapes de développement de la statistique que vous les connaissez, dès 1833, mais n'insistons pas sur le point, je vais aller relativement vite. Après la Seconde Guerre mondiale, on assistera à un développement exponentiel de l'information économique et sociale, compte tenu des fonctions nouvelles assignées à l'État, et notamment dans le cadre de l'avènement de l'État-providence. Le champ de l'information recueillie s'étendant notamment vers le domaine important des données sociales, des indicateurs sociaux, etc. Je vais vite. L'exploitation des ressources offertes par l'informatique va contribuer à modifier cette fonction documentaire remplie par les fichiers, permettant aux décideurs de disposer d'une information beaucoup plus étendue. Les fichiers administratifs vont ainsi devenir un instrument de connaissance indispensable pour réduire l'incertitude qui s'attache au processus décisionnel, rationaliser les processus d'élaboration des décisions. Toutes les administrations, quelles qu'elles soient, ont été ainsi amenées à recourir à l'assistance de fichiers documentaires informatisés qui rassemblent, mettent en ordre les multiples données relatives à leur secteur particulier d'intervention. Je n'insiste pas sur ce point. Et puis évoquons brièvement les archives publiques. Parce que c'est vrai que la constitution de fonds d'archives publiques suppose elle aussi le support matériel des fichiers. On le sait bien, nous qui consultons aussi les bibliothèques. Cette constitution, donc, poursuit un objectif similaire de connaissance, mais connaissance, cette fois-ci, rétrospective. Il s'agit pour les collectivités publiques, pour les services administratifs, de conserver la trace, de garder la mémoire des choix qu'elles ont effectués. Donc, première finalité, connaître, la fonction de connaissance. Finalité de connaissance qui n'est pas exclusive de la deuxième fonction importante, l'idée de contrôle. Deuxième fonction, donc, contrôler. Les fichiers administratifs sont encore l'outil par lequel l'État va s'assurer un contrôle sur tout ou partie de la population. Ces fichiers-là, eux, se présentent sous une forme nominative. Et c'est la grande différence avec les fichiers précédents. Ces fichiers donc vont rassembler d'abord toute une série de données relatives à l'identification des personnes, citoyens ou ressortissants étrangers. L'histoire de ces fichiers, dans la finalité de l'identification, c'est une histoire ancienne, révélatrice, et je cite Gérard Noiriel qui a très bien montré ce lien, révélatrice de ce qu'il appelait un processus d'étatisation progressive de la société française. Et ça, je n'ai pas le temps de revenir sur cette histoire longue, parce que c'est une histoire longue. Par exemple, pour l'état civil, c'est l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 qui a décidé de l'ouverture de registres pour consigner les naissances, etc. Registres paroissiaux, puis seront progressivement repris en main, notamment à la Révolution, par un processus de laïcisation. Cartes d'identité qui vont être reliées à des fichiers à la fin du XIXe siècle, tout cela débouchant sur la formule que nous connaissons bien, le répertoire national d'identification des personnes physiques tenu par l'INSEE et qui va associer à l'état civil de chaque personne un identifiant unique que nous avons tous évidemment en tête. Corrélectivement, le passeport, lui aussi d'origine ancienne, mais qui à l'origine remplissait des fonctions multiples, deviendra à partir de la Première Guerre mondiale une pièce certifiant l'identité des personnes et leur permettant de se rendre aussi à l'étranger. Des technologies numériques vont être utilisées, sont de plus en plus utilisées pour améliorer ces modes d'identification des personnes par la collecte de données biométriques. Et là, j'ouvre un terrain évidemment tout à fait considérable et d'une importance essentielle. Numériser une partie du corps, la taille, la couleur des yeux, les empreintes digitales et encore d'autres éléments, pour établir avec certitude l'identité de la personne. Et là, on sait qu'il y a un enjeu tout à fait considérable.
Par application d'un règlement européen de 2004, le décret du 30 décembre 2005 a ainsi prévu, vous le savez bien, que les passeports comportent un composant électronique se présentant sous la forme d'une puce, cette puce comportant un composant électronique donc comptant des éléments biométriques. Vous savez aussi qu'un projet plus général de mise en place d'une identité nationale électronique sécurisée qui aurait couvert carte d'identité et passeport et comportant les mêmes éléments biométriques avait été élaboré, conduisant au prix de très vives controverses à la loi du 27 mars 2012. Mais vous savez aussi que le Conseil constitutionnel a réagi contre certains éléments de ce texte, de ce projet, et finalement, estimant que ça aurait entraîné la constitution d'un fichier central pouvant être consulté à d'autres fins que la vérification de l'identité. Et donc, ce texte reste bloqué, faute de décret d'application. Donc, cette loi très vivement controversée dans son élaboration, pour le moment, au moins, pour le moment, je dis bien, reste inappliquée. Pour les étrangers résidant en France, un fichier central des étrangers avait été mis en place dès 1917 au ministère de l'Intérieur, avant que ne prolifèrent au cours de la période récente des fichiers spécifiques au niveau national, au niveau européen. La liste est vraiment impressionnante, entraînant ce qu'on a pu appeler un véritable surfichage des étrangers par rapport au reste de la population. Et on sent bien que là se profile une idée, une volonté très explicite de surveillance. Identification donc, mais aussi du même coup surveillance, se prolongeant par une idée de surveillance. Alors là, j'irai assez vite sur ce point-là, parce que ce point a été très largement évoqué hier. Logique de surveillance qui se traduit, si on met de côté le domaine proprement pénal, que Sébastien Pellet évoquait hier, cette logique se traduisant par l'existence de fichiers de police, qui, on l'a vu avec Fouad et Dazi, se sont multipliés au cours des dernières années, et tendent à être connectés au sein des méga-fichiers dont il a parlé, donc je n'y reviens pas. Et on sait bien aussi que la lutte contre le terrorisme a justifié plus récemment encore, et tout dernièrement encore, une spectaculaire floraison de fichiers pour prévenir la menace djihadiste, posant du même coup toute une série de problèmes de coordination et de circulation de l'information. En ce qui concerne la police judiciaire cette fois-ci, Vincent Cizère en a parlé, le système STIC fusionnant avec le fichier Judex et le traitement des antécédents judiciaires dont on a parlé, les fichiers concernant les empreintes digitales, les empreintes génétiques, on en a parlé hier, je n'y reviens pas, tout ça s'inscrivant dans une perspective de surveillance. Pourquoi j'en parle à nouveau ici? Parce que tous ces fichiers administratifs qui vise à prévenir crimes et délits par la surveillance d'individus suspects, se présente bien comme un instrument nécessaire de l'action publique dans le domaine de la sécurité. Donc c'est bien une fonction essentielle de l'État et de l'administration qui est ainsi remplie. Mais les fichiers sont encore et enfin un instrument au service de la gestion administrative. Ce sera le troisième aspect. La troisième fonction, c'est donc gérer. Le fichage apparaît comme un vecteur de rationalisation de la gestion administrative. C'est le dispositif matériel qui va permettre à l'administration de rassembler, classer, stocker les éléments d'information dont elle dispose concernant ses ressources d'abord, les moyens financiers, matériels et humains, mais aussi les destinataires de ses actions, redevables, contribuables, usagers, utilisateurs, etc. Et la construction d'un appareil bureaucratique a été très logiquement accompagnée du recours à la technologie des fichiers, conçue comme un instrument essentiel. Et donc le fichage se présente sous cet angle-là comme la traduction du formalisme inhérent à la logique bureaucratique. La logique bureaucratique conduisant à appréhender et à traiter la réalité sociale par référence à des catégories prédéterminées définis par des règlements. Et donc l'ensemble des faits sociaux étant rapportés, classés par référence à une norme bureaucratique. Et c'est cette fonction essentielle que remplissent les fichiers. Cette norme bureaucratique permettant de coder, de classer et ensuite de traiter ce fait social.
Donc on voit bien une relation constitutive entre le système de fichiers et le formalisme inhérent à la construction bureaucratique. On trouve donc très logiquement ça dès le XIXe siècle, et simplement l'avènement de l'État-providence a donné à cette entreprise de rationalisation une portée toute nouvelle. Pourquoi ? Parce que le développement d'activités de prestations, et notamment des services sociaux, a imposé l'identification des ayants droit. Quels sont les ayants droit pourront bénéficier de services sociaux? Et à partir des critères fixés par les textes. Et l'identification de ces ayants droit et du même coup enregistrement et stockage des données personnelles qui les concernent dans des fichiers ad hoc. Fichiers auxquels il sera possible de se référer pour traiter les demandes, pour fournir éventuellement les prestations adéquates. Cette logique-là, Gérard Noiriel considère que c'est la loi sur les retraites ouvrières et paysannes de 1910 qui a été la première étape dans cette voie. Et il explique très bien pourquoi, quelle était la logique de cette loi qui a été largement inappliquée. On ne peut pas revenir pourquoi. Parce qu'elle suscitera des résistances très importantes, justement par cette idée de fichage qu'elle impliquait. Mais après les assurances sociales, puis les allocations familiales, 1930-1932, l'institution de la sécurité sociale, après la Seconde Guerre mondiale, va venir parachever cette évolution, l'entrée dans le système de sécurité sociale, passant par une immatriculation, elle-même liée au numéro d'identification donné par l'INSEE. Mais plus généralement, tous les services sociaux, quels qu'ils soient, impliquent un fichage des bénéficiaires de leurs prestations. Vérifier qu'ils remplissent les conditions fixées, éviter tout risque de fraude aussi. Et donc, c'est à partir des dossiers constitués par les intéressés que les cas seront traités. L'informatisation par rapport à ça a eu pour effet de transformer les conditions d'utilisation de ces fichiers à finalité de gestion. Transformation en quoi? Je vois au moins trois types de conséquences. Tout d'abord, elle a multiplié le nombre de ces fichiers qui existent pour toutes les administrations à tous les niveaux, fichiers couvrant parfois de très larges franges de la population, riches d'informations nominatives, donc multiplication. Deuxième effet, ça a modifié la nature des tâches administratives. Finalement, le travail des bureaucrates, je pense à une série de livres, Vincent Dubois et d'autres qui l'ont fait, ils ont montré que le travail des bureaucrates, finalement, à partir de là, consiste essentiellement à alimenter le dossier de chaque intéressé. Faire rentrer l'usager dans l'ordinateur, suivant la formule utilisée par Vincent Dubois de manière assez évocatrice. Alimenter le dossier de chaque intéressé, dossier qu'il suffira ensuite de mobiliser pour traiter les différentes demandes qui seront présentées. Troisième effet de l'informatisation, ça a rendu possible, on le sait bien, on l'a déjà évoqué hier, la mise en relation et le croisement des masses de données personnelles recueillies à partir de ces divers supports, de ces multiples supports construits en fonction de logiques différentes pourtant. Et cette mise en relation, ce croisement, utilisons le mot, cette interconnexion, puisque c'est le mot convenu, maintenant, elle est permise par les textes. Elle est permise par les textes. Déjà, l'ordonnance de 2005 avait prévu la possibilité d'échanges électroniques entre les administrations. En 2011, a été introduite dans la loi du 12 avril 2000 sur les droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, une disposition disant les autorités administratives échangent entre elles toutes informations ou données strictement nécessaires pour traiter les demandes présentées par un usager. Donc, cet croisement des données émanant du fichier pourtant différent est rendu possible juridiquement depuis 2011. Et puis les administrations, mais ça je pourrais en prendre plusieurs exemples, les administrations sont tentées de plus en plus souvent d'effectuer des croisements de données en vue de lutter contre la fraude, notamment dans le domaine fiscal et dans le domaine social. Par exemple, les CAF, les caisses d'allocation familiale, ont mis en place un système de contrôle à partir de données fournies par d'autres organismes.
Et le projet de loi sur le dialogue social prévoyait un amendement, mais qui a été retiré finalement, et qui donnait aux agents de Pôle emploi, par exemple, la possibilité d'accéder aux données de chômeurs suspectés de fraude. Donc cette possibilité-là, elle s'étend et elle risque de s'étendre encore davantage. Dès lors, ce que je viens de dire montre que la frontière devient étroite entre la préoccupation de lutte contre la fraude et la logique de surveillance. Et ça, cette connexion des deux problèmes, elle est très explicite en ce qui concerne les étrangers. En ce qui concerne les étrangers, il y a le fameux fichier HDGREF, application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France, qui opère exactement cette connexion. On met en relation l'ensemble des données sociales et policières concernant les étrangers. Alors, tout le problème étant de savoir qui a accès à ces différentes informations. En ce qui concerne ce fichier-là, un nombre considérable de services et d'organismes ont accès à ces informations. Alors, ce souci d'efficacité, parce que c'est vrai, derrière il y a un souci d'efficacité et de rationalisation des tâches administratives, aussi de réduction des coûts, bien sûr, c'est justifié par tout ça. Ce recours massif aux fichiers a une incidence évidente sur la relation administrative. Relation sur laquelle je ne peux pas m'étendre longtemps, mais qui est importante. D'abord, constatons qu'elle contredit le souci affiché parallèlement de personnalisation de la relation administrative. D'un côté, on dit il faut personnaliser la relation administrative, et de l'autre côté, le souci de performance se traduit par la recherche de formes de standardisation, de rationalisation de la prestation offerte, notamment par l'utilisation de la technique des fichiers. Donc là, il y a une certaine contradiction dans les politiques de réforme administrative. Et puis on a pu dire aussi depuis assez longtemps que la prolifération des fichiers aboutit aussi à découper l'identité personnelle en fonction de la segmentation administrative. On reconstruit les administrés en fonction des besoins et des nécessités de l'action administrative, ce qui pose quand même des problèmes singuliers. Voilà ce que je voulais dire pour ne pas être trop long. Donc, concluons, les fichiers représentent bien un instrument tout à fait essentiel d'action publique, ce qui justifie mes propos introductifs par rapport à la vision classique des instruments d'action publique, un instrument essentiel d'action publique dont l'administration ne peut pas se passer pour exercer les missions qui lui incombent. Ces fichiers donc, sont apparus avec l'émergence de l'État, systématisés avec la bureaucratisation des administrations, remplissant donc des fonctions diverses de connaissance, de contrôle et de gestion, toutes fonctions dans une large mesure indissociables. Par rapport à ça, l'informatisation, la numérisation ne modifie pas, à mon sens, ces trois finalités essentielles, mais n'empêche que les possibilités nouvelles offertes par cette révolution technologique ne peuvent manquer d'avoir une incidence sur la nature de la relation administrative et d'ailleurs au-delà, plus profondément, sur le contenu même de l'ordre social et politique. Voilà, je vous remercie.